Bienvenue au 6 à 8! Vous avez compris qu'aujourd'hui, on est quand même en mode festif pour le temps des fêtes. Et notre sujet de capsule aujourd'hui, ça va être les différents types d'investissements. Mais avant tout, il va y avoir Kim qui va nous présenter notre petit cocktail d'aujourd'hui. Oui, absolument. Et j'ai concocté quelque chose de très festif aujourd'hui. C'est très beau à l'œil, en tout cas. Ah, merci. Je me suis vraiment forcée. En fait, j'ai commencé par faire un petit sirop simple de canneberge et de zeste de citron. Tu m'impressionnes. C'est fancy, hein? Et donc, c'est pour agrémenter notre beau gin des neiges qui est juste ici. Donc, le gin des neiges, qui est le gin qui vient du froid québécois et qui est distillé à base de cidre de pomme. Voilà! Oui. Le fameux pomme. Exact. Puis après ça, j'ai topé ça avec un petit peu d'eau pétillante. C'est magnifique. Puis, on va sentir sûrement la petite pomme à l'intérieur, j'imagine. Ben, écoute, on va le découvrir immédiatement ensemble. Ouais. Cheers! Cheers, ma chum. La petite branche est un peu dans le chemin. Sincèrement, c'est pas parce que c'est toi qui l'as fait. Très bon. Merci. Très bon. C'est très bon, mais oui, on goûte vraiment le petit fond. On la de goûte, la cidre, pomme. hein. Oui. Ouais, c'est très bon. Oui. Et je suis satisfaite de mon petit sirop. Ça complémente bien, pas trop sucré. J'adore. It's a keeper. La remonte, purée! Ben, ça marche. Je sais. Ça libère les aromatiques aussi du romarin. Voilà. Sont-tu propres, OK. les branches? Oui, non, je ne les ai pas lavé. Non. OK. Donc, Alexandra, aujourd'hui, tu vas nous parler d'investissement. C'est sûr que c'est plus ton domaine, les investissements, évidemment, Oui. mais moi, je vais quand même prendre un petit segment pour discuter des voitures qui perdent pas de valeur ou qui perdent moins de valeur. Segment intéressant. Absolument. Donc, commence par ce qui est un petit peu plus classique. Là, ton Oui, domaine. parlons finance un petit peu. Là. Mais les différents types d'investissements, comme je t'ai parlé aussi la dernière fois, peu importe qui je vais rencontrer, que ce soit un célibataire, une famille, peu importe le portrait, je vais toujours expliquer les différents types d'investissements qui existent. À la base, pour certains qui le savent, il y a 3 abris fiscaux au Québec. Donc, souvent qu'on connaît le CELI, le REER, et moins connu, la police universelle qui va comprendre aussi à l'intérieur un processus d'investissement qui est un abri aussi fiscal. Donc ça, c'est les 3 abris fiscaux qui existent. Par la suite, on va aussi avoir différents types d'investissements comme le prêt à effet levier. Donc, à l'intérieur, par contre, du prêt à effet levier, on va retrouver du non enregistré qui ne fait pas partie des abris fiscaux. Là, je vous l'explique en bref, vous comprendrez. Dans ma capsule qui va suivre, donc de conseils avec Alexandra de Finance, je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur les abris fiscaux au Québec, les abris fiscaux, pardonnez-moi. Puis, vous allez peut-être comprendre. Là, on va vraiment juste en bref pour que vous savez un petit peu plus qu'est-ce qui peut exister comme investissement. Puis, ce que je viens de vous parler, bien, vous pouvez le retrouver avec votre conseiller. T'es comme à off quand tu parles. Oui, pas. c'est ça. On, off. Alex on. Alex off. Donc, comme que je t'ai... non, je recommence. Attends un petit peu. Je vais juste me retrouver. Non, enregistré. Ouais, je sais. Donc, les différents types d'investissements que je viens de mentionner, vous pouvez les voir avec votre propre conseiller financier. Donc, ce qu'on va parler au niveau de différents types d'investissements qui peuvent exister autres, on va parler de l'immobilier. Je veux dire, les gens en parlent souvent. L'immobilier, ça va toujours être un plus dans un portefeuille, mais le petit mais, c'est pas parce que ton voisin ou ton meilleur ami a fait un bon coup en immobilier que toi, ça va être le cas. Puis c'est ça aussi quand on parle de voiture, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est la même chose. Exact. Toujours important de savoir dans quoi qu'on investit et de savoir aussi qu'on va avoir le temps de regarder l'immobilier puis comment ça va changer à travers le temps. Parce que si on a les gens qui peuvent nous conseiller autour de nous, ça peut être un très bon investissement à long terme. À court terme aussi, on a vu avec précédemment, là, avec tout ce qui s'est passé, le surenchère. Oui, effectivement, lorsqu'on a les personnes autour de soi pour investir, ça peut être un très bon investissement. Les conseils, et non les personnes et les conseils, hein, c'est pas mal un tout, ça. Hein? Ça vient C'est ensemble, ça. actuellement. C'est une personne qui donne le conseil. Ah! Je t'en apprends tout. Et on va aussi retrouver comme type d'investissement la monnaie virtuelle. On en parle beaucoup dernièrement. Il y a comme une mode aussi de crypto-monnaie, Bitcoin. Il y a même le Shiba Inu coin, Ben non. comme mon chien. Oui, Ça doit t'appeler, ça? Hein? Oui, ça me dit quelque chose. Là. C'est par contre une monnaie qui est extrêmement volatile et encore une fois, le mais il est encore plus important. Il faut plus que s'y connaître dans ces cas-là. C'est vrai. Moi, j'ai une règle d'or qui est le 1 tiers, 2 tiers. Donc, je recommence. Moi, j'ai une règle d'or qui est le 1 tiers, 2 tiers.
c'est ma propre règle personnelle. Donc, le 1/3 de ton portefeuille, tu peux t'amuser lorsque tu as la position pour le faire financièrement. Et le 2/3, t'assurer que, justement, ce soit un conseiller ou quelqu'un qui va prendre en charge ton portefeuille ou tes investissements. Ça fait partie du 1/3 lorsque tu as le goût justement d'investir dans l'immobilier, dans la monnaie virtuelle, dans autres investissements qu'on va parler aussi de voitures. Oui. Mais très important de savoir que c'est extrêmement volatile et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Donc, parlez-en avec votre conseiller financier. Il va pouvoir vous donner les meilleurs conseils par rapport à ce qui est in actuellement puis est-ce que vous devriez réellement investir dans la monnaie virtuelle. Panier, pionnier. Poubelle. Je suis tannée! OK, attends un peu. Tension out. Parfait. Donc, je vous en ai parlé quand même assez en bref des différents types d'investissements, juste pour que vous soyez au courant que ça existe. Et dans mon conseil financier, juste après la capsule, je vous en parle un petit peu plus en profondeur. Mais là, on va pouvoir avoir la partie de Kim qui va quand même vous intéresser sur les voitures. Oui. Et prendre l'investissement avec une certaine voiture. Exactement, parce que les voitures, ça peut être un investissement. Mais il y a un gros mais et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte à ce moment-là. OK, donc l'automobile en investissement. Il y a plein de facteurs à considérer. Ce qui est important de savoir, je pense que c'est un peu comme les crypto-monnaies, puis je pense qu'il faut connaître son affaire avant d'aller investir là-dedans. Oui. Et évidemment, ça va être un investissement pour les gens qui ont la flexibilité du portefeuille d'investir là-dedans. Totalement. C'est pas vraiment ce qui fait partie du 2/3 dont tu me parlais Non, tout à pas l'heure. du tout. On va tenir ça vraiment dans le 1/3, la partie pour le fun. Exactement. Tu es un passionné d'automobile, tu as le goût d'un investissement un peu différent et c'est un peu un gamble game. Hein? C'est un peu comme une loterie parce que, et la première règle est que dans l'investissement automobile, si la voiture, elle est déjà un classique, est déjà populaire, il est trop tard pour en acheter une. C'est comme un petit peu dans n'importe quel investissement, je pense. Absolument, exactement. Donc, à partir du moment où Tesla est devenu bien big blablabla, je vais partir de là. Donc, à partir du moment où Tesla est devenu bien big à la bourse, ben c'était plus vraiment le temps d'en acheter. C'est un peu comme ça pour les voitures aussi. Lorsque c'est devenu une voiture classique ou une voiture très en demande dont la valeur a monté, c'est plus le temps de l'acheter parce que là, tu l'achètes en haut de la courbe de la valeur de l'auto. Puis c'est ce que je t'aurais dit. Moi, dans ma tête, un classique exemple comme une 911 chez Porsche, pour moi, ça va garder la valeur, mais pas nécessairement. Ça dépend. Tu vois, une 911, c'est sûr que c'est large parce que, bon, c'est un éventail là, qui est à peu près ça de large, puis il y a beaucoup d'années. Mais tu prends, par exemple, on va prendre un modèle que les gens connaissent, que tu m'avais proposé d'ailleurs, la Ford GT. Donc, si tu t'achètes une Ford GT qui est déjà un classique, l'ancienne génération, bien, tu vas déjà la payer beaucoup plus cher que quand elle est sortie. Et m'emmène au point, qu'est-ce qui fait qu'une voiture devient un classique ou devient une voiture qui peut prendre de la valeur? Donc, il y a premièrement la rareté. Donc, si c'est difficile à obtenir, il y a beaucoup plus de chances qu'elle va devenir un classique. Et un côté un peu mythique ou une technologie qui est différente. Donc, on prend par exemple chez Porsche le moteur qu'on appelle le Flat Six. C'est ce qui fait un peu le côté mythique de l'auto et c'est pour ça que beaucoup de déclinaisons gardent une belle valeur. La Ford GT, c'est fait en nombre très, très limité. C'était très difficile à avoir, donc ça fait que c'est un véhicule qui a pris de la valeur. Et des fois, les véhicules un petit peu plus obscurs, un petit peu plus méconnus, ça peut être une bonne chose, ça peut prendre de la valeur, mais pas trop, parce que si je te parle d'une Vector, tu me regardes, tu n'as aucune idée c'est quoi? Non, elle n'a pas pris de valeur non plus. Voilà. Mais je pense que le conseil aussi, comme tu as dit, il faut s'y connaître. Oui, absolument. Un des points importants, c'est de connaître, savoir où tu t'en vas, mais il y a un peu aussi du gamble. Donc, c'est de dire, tel véhicule est sorti, peut-être que si je l'achète maintenant, elle pourrait prendre de la valeur. Et un autre point important, c'est une question de patience. Il y a certaines voitures que tu vas acheter immédiatement qui vont prendre de la valeur, mais généralement, c'est avec le temps qu'une voiture prend de la valeur. Donc, il y a une question de patience et aussi de l'état de la voiture. Donc, il faut que la voiture soit très bien entretenue ou qu'elle ait très peu roulé. Une voiture qui a beaucoup, beaucoup roulé va garder moins de valeur éventuellement aussi. Donc, point important, rareté, état de la voiture, patience, bien sûr, et originalité. Si elle est déjà très populaire et un classique, c'est pas vraiment le temps de l'acheter pour faire de l'argent.
Je pense que ça va aider plusieurs personnes justement qui vont écouter les capsules parce que je m'en fais parler justement aussi lorsque je rencontre des clients. Les voitures, c'est quelque chose, je pense qu'on aime beaucoup ici au Québec. Là. Puis tu peux devenir fanatique assez rapidement lorsque tu rentres dans le domaine. Absolument, mais c'est sûr que, comme on dit, il faut vraiment que tu connaisses ça. Puis il faut que tu aies la liquidité aussi parce qu'une voiture que tu vas acheter pour faire de l'argent, évidemment, si elle est financée, bien, tu as le côté intérêt qui vient baisser à ton rendement. Hein? Effectivement. Donc, généralement, c'est des voitures qu'on achète comptant. C'est des voitures qu'on garde longtemps. C'est comme ça qu'on va créer un investissement avec une voiture. Je comprends. Il y a par contre certains modèles, donc dans les modèles limités, si on est capable d'accéder à ce type de voiture-là, qu'on peut acheter immédiatement et revendre et faire de l'argent avec. Encore là, c'est tellement large, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Je peux pas tout le couvrir. Mais non, je comprends. Mais par exemple, premièrement, c'est très difficile d'avoir ce type de voiture-là. Généralement, il faut avoir une relation avec le manufacturier ou le concessionnaire pour avoir droit à une voiture comme ça. Et de ce fait, si tu achètes la voiture et tu la revends immédiatement pour un profit, je pense pas qu'ils vont t'en donner une autre non plus. Donc, ça peut briser la relation. Non plus, là. Absolument. Ça va briser un peu la relation avec ton concessionnaire. Et il y a une autre chose aussi, c'est que souvent, on se lève pas un matin et on se dit je pense que le vent est à l'est, donc telle voiture va valoir plus cher dans 10 ans. Donc souvent, c'est qu'on l'entend de quelqu'un. « Hey, j'ai acheté telle auto, puis je l'ai revendue, puis j'ai fait de l'argent avec. » Donc, si le mot se passe beaucoup, on le voit par exemple sur le phénomène de la Porsche GT2 RS, qui est une voiture spécifiquement pour la piste, qui est en nombre très limité. Donc, pendant un certain bout de temps, les gens qui réussissaient à avoir cette voiture-là l'achetaient et la revendaient pratiquement le double instantanément. Oh, OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est passé le mot et tous les gens qui pouvaient y avoir accès l'ont pris, ils l'ont remis à vendre. Ils ont saturé le marché et ils ont arrêté de se vendre à des prix exorbitants. Donc, ils ont tué un peu le filon. Donc, il y a ça à considérer aussi. Donc, en résumé, investissement automobile, ça peut être quelque chose d'intéressant si tu connais bien ça ou si tu as un conseiller, quelqu'un qui peut t'aider et qui connaît ça. En l'occurrence, les courtiers automobiles, c'est sûr qu'on est là un peu pour ça. Mais il faut savoir que c'est un investissement qui peut être extrêmement volatile, qui peut changer comme ça en claquement de doigts à l'intérieur d'une journée et qui n'est pas nécessairement rentable comme qui peut être extrêmement rentable. Donc, on garde ça en dernier recours si vous êtes vraiment très passionné d'automobile et on fait affaire avec des professionnels. Voilà. Wow! OK, bye! En train genre de me... Je vais prendre un petit drink. Il est vraiment pas content. Oui. Oh mon Dieu. Donc aujourd'hui, dans le conseil financier, je vais vous parler des 3 abris fiscaux qui existent au Québec. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la capsule, mais il va y avoir le CELI, le REER et la police universelle qui est un petit peu plus méconnue au Québec. Donc, lorsqu'on parle de CELI et de REER, on peut parler de portefeuilles, justement, qui vont être très semblables à l'intérieur du CELI ou du REER. C'est assez important de savoir que ce n'est pas toujours le même investissement qui va être proposé à chaque investisseur. Donc, ça veut dire que ça se peut que le CELI vous convienne mieux que le REER, tout dépendant de vos objectifs, de votre salaire et de beaucoup de points à prendre en compte. Donc, à partir du CELI ou du REER, vous avez des cotisations qui sont non utilisées et qui s'accumulent à chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un maximum, et très important de jamais dépasser le maximum CELI et le maximum REER qui est différent. Donc, le REER, c'est environ 18 % de votre salaire, en fait, à chaque année, qui s'en va dans vos cotisations qui sont inutilisées et que vous pouvez revoir sur vos avis de cotisation que vous venez tout juste de faire, donc votre dernier avis de cotisation. Vous allez pouvoir retrouver le montant de vos cotisations non utilisées. Du côté du CELI, c'est différent au niveau du calcul. Donc, il y a quand même des cotisations qui sont non utilisées, que vous pouvez avoir non utilisées, mais ça, c'est à partir de votre date de fête. Donc, vous pouvez le retrouver sur Mon dossier ou parler directement avec votre conseiller financier qui va pouvoir vous donner aussi la piste là, pour pouvoir aller rechercher vos cotisations non utilisées. Tout ça avant de commencer à faire des investissements. Donc, vous aurez compris qu'à la base, c'est très important d'avoir les bons conseils, de faire un profil d'investisseur, de savoir en fait vos objectifs personnels avant d'investir et de voir un conseiller financier pour s'assurer que vos investissements, en fait, ils fit et soient personnalisés avec vos besoins. Donc, sur ce, n'oubliez pas de valider avec votre conseiller financier. On est là, un pneu sur la table. Un pneu, ça attend. Je vais juste le placer par fond. Je vais chiffrer. Bonjour, bienvenue à la capsule mécanique 101. Donc, comme vous l'aurez probablement deviné, on va parler de pneus aujourd'hui. Pour la cause, j'ai mis un magnifique pneu d'hiver ici sur mon bureau.
Donc, pour commencer, au niveau des pneus, on va commencer par parler de l'anatomie d'un pneu, vraiment la base. Donc, un pneu, pour commencer, cette section-ci, on appelle ça généralement le flanc du pneu. Ensuite, la section qu'il y a ici, on va dire que c'est une bande de roulement, ou en anglais, le tread, qui est ici. C'est les deux parties qui sont importantes du pneu. Et le flanc est particulièrement important, et on va y revenir d'ailleurs là-dessus. Donc, au niveau des chiffres qu'on va voir, qu'on va parler le plus souvent, ça va être les 3 chiffres qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est un 225-45-R18. Donc, le premier chiffre, le 225, c'est ce qui identifie la largeur de la bande de roulement. Ensuite, le deuxième chiffre, le 45, c'est ce qui identifie la hauteur ici du flanc, qu'on va parfois appeler un profil aussi. Donc, il y a des pneus qui sont à profil bas et des pneus qui sont à profil haut. Généralement, sur une voiture, on va avoir un profil bas, donc quelque chose qui est un petit peu plus plat ici. Et sur un SUV, ça va être un profil haut, des pneus plus ballons, qu'on va dire. Et ensuite, le dernier chiffre, le 18, ça va être le diamètre radial du pneu. Juste à côté ici, on a une indication. Dans ce cas-ci, c'est un 95T. Je ne rentrerai pas en détail là-dedans, mais c'est la cote de vitesse du pneu. Je vous dirais que c'est plus important sur les véhicules de performance. Plus la lettre est élevée, plus la cote de vitesse est haute. Donc, plus vous pouvez, par exemple, prendre les courdes agressivement. Sur votre véhicule de tous les jours, plus ou moins important. Sur une Porsche, un véhicule un petit peu plus dynamique, c'est important d'avoir une cote de vitesse adéquate à la voiture. Donc, au niveau de ce qu'on retrouve sur le flanc, il y a ici l'indication que c'est un pneu d'hiver, donc le petit flocon, très important au Québec, à partir du 1er décembre maintenant, soit dit en passant, ce n'est plus le 15. Et une autre indication ici qui est un peu moins connue, on va avoir ici 4 chiffres et c'est la date d'expiration du pneu. Et oui, un pneu a une date d'expiration. Donc, la date qu'il y a ici, c'est la date de production du pneu. Dans ce cas-ci, on a 15-20, donc c'est la 15e semaine de 2020. Et la date d'expiration du pneu, c'est généralement 6 ans après. C'est ce qu'on va appeler un shelf life. Et vous allez me dire, Kim, pourquoi est-ce qu'un pneu, ça expire? En fait, c'est que le caoutchouc, passé cette date-là, va avoir une moins bonne résistance, par exemple, à la température ou pourrait même craquer et le pneu ne sera pas à son... Bon, j'ai f***é la dernière phrase. Et donc, le pneu ne sera pas à sa performance optimale si on dépasse cette date de péremption-là. Donc, le reste des choses qui sont écrites sur le pneu, ça a toute une importance, mais pour vous et moi, plus ou moins important là, dans le cas d'acheter un pneu personnel. On va parler de la chose la plus importante qui est la bande de roulement du pneu. Ici, j'ai un pneu d'hiver. Donc, les bandes de roulement, en fait, ça va être vraiment le dessin du pneu et chaque pneu va avoir un dessin différent. Et ce à quoi ça sert ici, généralement, ça va être vraiment à l'évacuation de l'eau dans le pneu. Donc, pour avoir le plus d'adhérence possible, la façon qui va être faite, ça va être pour évacuer l'eau. Ou si on a un pneu qui est plus à neige, par exemple, donc qui est fait pour performer plus sur la neige, à ce moment-là, les rainures vont être faites pour garder le plus possible de neige à l'intérieur pour qu'il y ait contact de la neige ici et de la neige au sol et qu'il y ait une adhérence. Évidemment, les pneus d'été, les rainures sont différentes, mais ils fonctionnent majoritairement pour l'évacuation de l'eau. Et donc, le but, c'est d'avoir une adhérence maximale en tout temps. Maintenant, on va parler de quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, c'est la mesure de l'usure d'un pneu en 32e. Puis ça peut être un peu du chinois pour n'importe qui, mais les concessionnaires vont souvent parler en 32e. Et je vous explique ce que c'est, en fait. C'est qu'on va mesurer la profondeur restante de la rainure en millimètres. Donc, 32, c'est 32 mm, et on va dire, par exemple, 11 32e. 8 32e, c'est le nombre de millimètres qui reste entre la fin du pneu, en fait, et la surface de contact au sol. Donc, on mesure l'usure d'un pneu en 32e en millimètres. Un pneu neuf n'a pas 32 sur 32. Ça serait quand même assez haut, 32 mm. Généralement, la hauteur d'un pneu neuf... le chat. La hauteur d'un pneu neuf va varier dépendamment du type de pneu. Donc, plus le pneu est à profil haut, donc pour les SUV par exemple, plus qu'on va avoir de profondeur et plus le pneu est de performance et plus la rainure va être basse, même neuf. Je vous donne un exemple. Un Pirelli Scorpion, qui est un pneu de performance, va souvent être en 8 ou à 9 32e flambant neuf. Et on prend un pneu de SUV, un Continental Pro Contact de SUV, on va parler d'un 11 32e, même parfois un 12 ou un 13 32e flambant neuf. Donc, on a un outil pour mesurer le nombre de 32e qui reste dans un pneu. J'en ai un, il est quelque part, je ne sais pas où.
En fait, la façon la plus facile, parce qu'on n'a pas tous cet outil-là de toute façon, c'est de vérifier les avertisseurs du pneu. Donc, à l'intérieur des rainures, il y a une petite barre de caoutchouc un petit peu plus haute. Et ça, c'est ce qu'on appelle un avertisseur. Et ça devrait, lorsque votre pneu arrive à cette limite-là, et c'est le moment, l'avertissement, que votre pneu est à changer. Donc, c'est le plus bas que vous devriez aller, évidemment. Après ça, c'est très dangereux. Je vais parler d'une dernière chose, en fait, deux dernières choses. Premièrement, vous avez sûrement déjà entendu parler d'un pneu Run Flat versus un pneu standard. Un pneu Run Flat, c'est utilisé par plusieurs marques allemandes, souvent quand il n'y a pas de pneu de secours dans la voiture. Et la différence, c'est que le flanc ici est beaucoup plus dur. Donc, dans le cas d'une crevaison, tu peux techniquement rouler encore quelques kilomètres sur le pneu parce que ton flanc ici va te soutenir même s'il n'y a plus d'air dans ton pneu. Évidemment, si tu as une crevaison très agressive, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça marche dans quelques cas et ça peut remplacer un pneu de secours. Et maintenant, il faut savoir que toutes les marques de pneus ne sont pas égales. Donc, si un pneu est beaucoup moins cher et un pneu est beaucoup plus cher, généralement, il y a une raison pour ça. Donc, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des entre les deux. Et ce qui va faire la différence entre la valeur d'un pneu, la performance d'un pneu, ça va être les matériaux utilisés, le caoutchouc. À l'intérieur aussi, il y a une ceinture en métal. Il y a beaucoup de parties qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui va faire la différence entre un bon pneu et un moins bon pneu. Les moins bons pneus sont moins chers, souvent vont user beaucoup moins bien, peuvent abîmer la direction de la voiture et ça peut même être dangereux parce qu'il ne faut pas oublier que le pneu, c'est la seule chose, la seule partie de la voiture qui touche au sol et c'est très important. Donc, évidemment, la meilleure façon de choisir son pneu adéquatement, c'est de faire appel au conseil des professionnels, que ce soit votre garagiste ou votre courtier automobile. Il y a aussi beaucoup de reviews sur Internet. Vous pouvez lire des informations sur la marque de pneus avant de l'acheter. Et voilà ce qui conclut mon segment de pneus. Je pense que c'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui, Kim. Oui, absolument. Puis dans la capsule suivante, on va vous parler de la différence entre l'achat d'un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Puis toi, Alexandra, tu vas nous parler de financement. Absolument. Très important. Un petit cheers! Un cheers, ma chum! Sir? Il ne peut rien. On n'a pas eu d'achou. Il goûte le Perrier. C'est ça. C'est ça. On dit!